Alors, bonjour et bienvenue dans ces exercices. Donc, en premier exercice sur ces fonctions circulaires ou trigonométriques, on nous demande de simplifier l'expression suivante. Donc, cosinus de x plus pi sur 4 moins cosinus de x moins pi sur 4. Donc, simplifier. Deuxièmement, établir l'égalité suivante. Sinus 5x sur sinus 2x plus sinus 2x sur sinus x est égal à sinus 3x au carré divisé par sinus 2x fois sinus x. Et enfin 3, résoudre dans l'intervalle moins pi pi l'équation suivante. Racine 3 demi fois cosinus 2x plus 1 demi sinus 2x égale cosinus pi sur 7. Alors ceci n'est en fait pas de la matière de terminale, mais de la matière de première. D'accord? Et elle est ici parce qu'il faut savoir manipuler ces fonctions. Ok? Donc vous devez être capable de résoudre ce type d'équations parce qu'elles peuvent intervenir tout aussi bien lors du bac, hein, même si la matière en tant que telle n'a pas été vue en terminale mais en première. Ok? Donc c'est de l'habilité, ici, c'est de l'habileté à résoudre des équations de ce type-là. Voilà, eh bien écoutez, c'est à vous. Papier crayon, allez-y, foncez. Donc dans la première partie de cet exercice, il s'agit de résoudre, donc de simplifier, cosinus de x plus pi sur 4 moins cosinus de x moins pi sur 4. Vous allez me dire, que puis-je faire avec ça? Eh bien, l'essentiel ici, c'est d'utiliser une relation bien connue, qui est celle qui donne le cosinus de a plus b. Et le cosinus de a plus b, par définition, on l'a démontré en première, c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Et il faut donc appliquer cette relation aux deux morceaux qui apparaissent dans l'expression. Donc à ce morceau-ci et à ce morceau-là. Ça nous donne donc cosinus de x plus pi sur 4, ça va nous donner cosinus pi sur 4 cosinus x, moins sinus pi sur 4 sinus x, c'est le premier. Et alors on a un moins avec le deuxième morceau, qui est pareil, hein, ça va être cosinus pi sur 4 cosinus x. Mais comme maintenant il y avait un moins, on va ici mettre un plus, sinus pi sur 4 sinus x. Voilà, voilà. Et donc, cette relation va nous donner quoi? Alors attention, c'est des valeurs remarquables qu'il faut connaître. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc j'ai racine 2 sur 2 fois cosinus x, moins le sinus pi sur 4, c'est pareil, c'est racine 2 sur 2 fois sinus x, que va multiplier ici, enfin que va multiplier, où je vais soustraire le produit de cosinus pi sur 4 qui vaut de nouveau racine 2 sur 2 fois cosinus x, plus sinus pi sur 4 qui vaut racine 2 sur 2 fois sinus x. Et donc au final, on voit que racine 2 fois cosinus x moins racine 2 ici sur 2 fois cosinus x, ces deux termes s'annulent. Qu'entre deux suivants, on a moins racine 2 sur 2 fois sinus x, moins racine 2 sur 2 fois sinus x. Ces deux termes vont s'additionner en négatif. Et donc ça va me donner moins 2 fois racine de 2 sur 2 fois sinus x, ce qui est encore égal à moins racine de 2 fois sinus x. Voilà. Et on a simplifié cette première expression. Alors, la deuxième expression, c'est celle-ci. Il faut établir l'égalité qui est là. Alors, allons-y. Alors, j'ai réécrit ici le membre de gauche. Sinus 5x sur sinus 2x plus sinus 2x sur sinus x. Alors, sinus 5x, on ne sait pas ce que ça vaut a priori. D'accord? Donc, sinus 5x, on ne sait pas. On va devoir le réécrire de nouveau sous une forme telle que sinus a plus b. En tenant compte de la règle que sinus a plus b, c'est sinus a cosinus b, plus sinus b cosinus a. Et donc en disant que, par exemple, a vaut 3x et b vaut 2x, je vais avoir que sinus 5x sera égal à pardon, sinus 3x fois cosinus 2x, plus sinus 2x fois cosinus 3x. Le tout divisé par sinus 2x.
Et puis j'ai comme deuxième terme, j'ai sinus 2x sur sinus x. Mais là, de nouveau, je veux faire apparaître des sinus 3x ou des cosinus 3x parce que c'est tout ce que j'ai dans la réponse. Donc je vais utiliser de nouveau la formule sinus a plus b qui est là. D'accord? Mais cette fois-ci, en remplaçant a par 3x et b par moins x. Et donc j'obtiendrai, pour le deuxième terme, qui sera sur sinus x, eh bien j'obtiendrai sinus 3x cosinus x moins sinus x cosinus 3x. Voilà, excusez-moi, j'ai écrit un peu plus petit. Alors, la prochaine étape, elle consiste à simplifier au maximum. Donc je vais avoir le premier terme qui est sinus 3x cosinus 2x sur sinus 2x. Le deuxième terme, j'ai sinus 2x sur sinus 2x fois cosinus 3x. Les sinus 2x se simplifient. Il me reste cosinus 3x. Plus le troisième terme qui est là-bas à droite, ça va être sinus 3x cosinus x sur sinus x. Et enfin, le dernier terme, j'ai sinus x sur sinus x qui se simplifie. D'accord? Et il me reste donc moins cosinus 3x. Donc, ayant écrit tout ainsi, je vois que j'ai encore ces cosinus 3x qui se simplifient. Et donc, le résultat va être les deux termes restants, où je vois que je peux mettre sinus 3x en évidence. Donc, ça va faire sinus 3x que multiplie cosinus 2x sur sinus 2x, plus du deuxième terme là, cosinus x sur sinus x. D'accord? Ce qui veut encore dire, en mettant les deux derniers termes là, la deuxième parenthèse, tout sur le même dénominateur, je vais avoir donc sinus 3x que multiplie, alors ici je vais avoir le même dénominateur, c'est sinus 2x fois sinus x, et au numérateur, j'ai donc cosinus 2x fois sinus x, plus cosinus x fois sinus 2x. Ce qui nous fait encore sinus 3x. Et alors, pour ceux qui sont attentifs, vous reconnaîtrez sur la droite que cosinus 2x fois sinus x plus cosinus x fois sinus 2x, ce n'est rien d'autre que le sinus de 3x. Donc j'ai sinus 3x fois le sinus 3x divisé par sinus 2x fois sinus x. Ce qui finalement nous donne, alors, sinus 3x fois sinus 3x, ça va nous faire sinus 3x au carré, le tout divisé par sinus 2x fois sinus x. Voilà. Donc ça, c'est le membre de gauche qui était là. Je viens de montrer, en utilisant deux relations, enfin une relation ici simple, qui est celle-là, qu'elle pouvait aussi s'écrire sous cette forme-ci. Ok? Ce qui était bien, ce qui est demandé là. Voilà, donc on a résolu cette partie, simplement par décomposition avec les formules d'addition pour les sinus. Alors, dans cet exercice 3, on demande de résoudre cette équation dans l'intervalle moins pi. Alors, vous allez me dire, voilà, un cos quelque chose fois un cosinus, plus autre chose fois un sinus est égal à un cosinus. Comment puis-je faire quelque chose avec ça? Eh bien, rappelez-vous ce qu'on vient de faire en utilisant les formules d'addition. On l'a fait généralement dans l'autre sens, mais on peut le faire aussi dans le sens où ici, on va faire le cosinus ou le sinus de quelque chose qu'on ajoute. Et donc, si on arrive à faire ça, on pourra ici écrire qu'un cosinus de quelque chose égale un cosinus d'autre chose, et faire une égalité entre les deux. Donc, si je suis un petit peu plus dans le détail avec ça, essayons de faire par exemple un cosinus de cette expression. Eh bien, on va utiliser la formule d'addition pour les cosinus. Et ce qu'on va voir, c'est que racine de 3/2, si vous connaissez bien vos valeurs particulières, vous savez que c'est cosinus pi sur 6. Donc cosinus pi sur 6 fois cosinus 2x. 1/2, ben 1/2 ce n'est rien d'autre que le sinus pi sur 6. Donc je vais avoir sinus pi sur 6 fois sinus 2x est égal à cosinus pi sur 7.
Ok, et donc je vois ici une formule d'addition qui est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B, avec A qui vaut pi sur 6 et B qui vaut 2x. Eh bien ça n'est rien d'autre, hein, n'est rien d'autre que le cosinus de A moins B. Donc ça, ce n'est rien d'autre que le cosinus de pi sur 6 moins 2x, qui est donc égal au cosinus de pi sur 7. Et deux cosinus sont égaux lorsque les angles sont égaux. Donc on va avoir pi sur 6 moins 2x qui sera égal à pi sur 7, ou lorsque les angles sont opposés, c'est-à-dire pi sur 6 moins 2x qui sera égal à moins pi sur 7. Et puis il faut bien sûr pas oublier le nombre de tours qu'on peut faire en plus, dans le sens positif ou négatif, donc plus k fois 2pi. N'oubliez pas ça. Voilà, et on se ramène à des équations trigonométriques telles qu'on a fait l'année passée. Donc, on aura d'une part cette équation-ci, qui nous donne que, eh bien, résolvons, 2x sera égal à, je le fais passer à droite, donc pi sur 6 moins pi sur 7. Alors plus k fois 2pi, on peut commencer à jouer avec les signes, mais ça ne sert pas à grand chose parce que tout est inclus dans le cas. Donc je laisse plus k fois 2pi. Ce qui fait donc, alors pi sur 6 moins pi sur 7, il faut que je mette ça sur un dénominateur commun. Alors 6 fois 7, 42. Donc je vais avoir quelque chose sur 42. D'accord? Ça va faire 7pi moins 6pi sur 42, plus k fois 2pi. Ok? Et donc x vaudra 7pi moins 6pi, ce qui fait pi. Je dois encore diviser par 2 pour avoir x, donc à la place de diviser par 42, je vais diviser par 84. Voilà. Ça fait pi sur 84, plus k fois pi. Voilà pour la solution générale à gauche, hein, pour l'équation de gauche. Si je fais pareil pour l'équation de droite, je vais trouver dans ce cas-ci que 2x sera égal à pi sur 6 plus pi sur 7, plus k fois 2pi. D'accord? Donc je fais passer le 2x à droite et le moins pi sur 7 à gauche, et je le lis dans l'autre sens, voilà ce que j'ai. Donc je mets tout sur 42 de nouveau. Ça va faire 7pi plus 6pi, plus k fois 2pi. Ça veut dire encore que pour moi trouver x, je vais additionner 7 et 6, ça fait 13. 13pi au numérateur, divisé par 42, mais pour avoir x ici, il fallait que je divise par le 2, donc ça fait 13pi sur 84, plus k fois 2pi sur 2, donc k fois pi. Voilà, donc ça serait l'ensemble des solutions dans l'ensemble des réels. Simplement, on ne demande pas l'ensemble des solutions dans l'ensemble des réels, mais on veut être dans l'intervalle moins pi. D'accord? La question, c'était dans l'intervalle moins pi, quelles sont les solutions? Donc, dans l'intervalle moins pi, les solutions seront donc, deux points. Alors, on écrit l'ensemble des solutions et toutes les solutions possibles. Eh bien, on va avoir moins 83 sur 84pi, moins 71 sur 84, pi sur 84, qui est la valeur directement là, et 13pi sur 84, qui est la valeur directement là. Les deux autres, celle-ci et celle-ci, étant obtenues quand on enlève une fois pi des valeurs qui sont là. Ok? Donc ce sont bien les valeurs qui sont comprises entre moins pi et pi. Et ceci termine ce premier exercice, hein, qui était un petit peu long, je vous l'accorde, qui reprenait des choses de première S, mais qu'il faut savoir manipuler. J'insiste là-dessus. Il faut savoir manipuler ces choses. Ok? Donc entraînez-vous. Si ça n'est pas tout à fait ok pour vous, faites-en plus. Il faut savoir manipuler ce genre de choses. Allez, à bientôt pour l'exercice 2. Alors, dans ce second exercice, on considère les deux fonctions f et g suivantes, qui sont définies sur l'ensemble des nombres réels. Donc f de x, c'est 2 fois cosinus x, et g de x, c'est cosinus de 2x. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Le 2 ici est dans l'argument, le 2 là, il est à l'extérieur de la fonction. Et ce qu'on veut que vous fassiez, c'est associer à chacune de ces fonctions
la courbe représentative qui est représentée ici. Donc, soit de celle-là, soit de celle-là. OK? Voilà. Bon, là, c'est assez simple. C'est à vous de jouer. Alors, une façon très simple de répondre à cette question, c'est de regarder directement ce qui se passe dans les arguments. Donc là, on a x, là, on a 2x. Cosinus x, on le sait, c'est une fonction dont la période est 2π. Et 2x, cosinus 2x, c'est une fonction dont la période, c'est 2π sur 2. Donc c'est une période de π. OK? Donc comme dans les deux cas ici, on regarde ce qui se passe dans l'intervalle moins 2π à 2π, on voit qu'il y a effectivement ici une période qui est double que celle-là. D'accord? Une période qui est 2 fois plus longue ici que là. OK? Eh bien, ça veut donc dire que ici, ce sera la fonction cosinus x, et là, ce sera la fonction cosinus 2x, hein, puisque la période ici est 2 fois plus courte, ça veut dire la fréquence 2 fois plus grande, on voit qu'il y a effectivement plus de signaux dans le même intervalle. OK? Eh bien voilà, on peut déjà faire une attribution sur cette base-là. Sinon, si vous voulez faire d'une autre façon, ben, il y a aussi moyen de le faire en calculant l'image par chacune des fonctions et de voir ce qu'elle donne. Donc si je fais ça, ce que je peux aussi faire, je peux calculer par exemple simplement f de 0. Et f de 0, c'est 2 fois cosinus de 0. 2 fois cosinus de 0, c'est 2 fois 1, ça fait 2. Si je calcule par contre g de 0, eh bien c'est cosinus de 2 fois 0. Et cosinus de 2 fois 0, c'est cosinus de 0, ça fait 1. Donc, à l'origine, lorsque x vaut 0, d'accord, les fonctions n'ont pas la même valeur. La fonction f a la valeur 2, tandis que la fonction g a la valeur 1. Et ceci nous permet aussi de dissocier les deux fonctions. Donc voilà, ici on voit bien que pour x vaut 0, la fonction vaut 2, donc c'est f de x, et que là, pour x vaut 0, la fonction vaut 1, donc c'est la fonction g. Donc voilà, on a vu deux fonctions, deux façons différentes de différencier les deux courbes. OK? J'espère que c'est clair, et je vous attends pour le prochain exercice. À tout de suite. Alors, dans cet exercice 3, pour chaque question, on vous demande de montrer que la fonction f admet t comme période. Donc, petit a, f de x est égal à sinus de 6x moins 3. On demande de montrer que la période, c'est pi sur 3. B, on a que la fonction f de x est la tangente de 2x plus pi sur 3. Montrer que la période, c'est pi. C, f de x, c'est cosinus de x au carré moins sinus de x au carré. On vous demande de montrer que la période, c'est pi également. Et enfin D, la fonction f de x, c'est la fonction valeur absolue de cosinus de 2x plus pi sur 3. Et là, on demande de montrer que la période vaut pi demi. Voilà, voilà. OK. Donc il suffit de penser à la définition d'une période, ce que c'est. Et vous pouvez résoudre cet exercice très facilement de nouveau. Allez, je vous laisse un peu de temps, et puis on se revoit pour la solution. Ok, donc on vous demande bien ici de montrer que cette fonction a une période de pi sur 3. Alors vous reconnaissez directement, ça c'est une fonction du type sinus de ax plus b. Et on a vu dans les rappels que la fonction sinus de ax plus b a une période qui est égale à 2π sur a. Ce qui veut dire qu'ici, elle aura une période de 2π divisé par le coefficient de x, hein, ce qui fait divisé par 6, ce qui fait bien pi sur 3. Voilà, donc ça c'est immédiat en tenant compte des rappels. Si maintenant on ne connaît pas le rappel et qu'on voulait démontrer que la période est effectivement pi sur 3, eh bien il faut calculer f de x plus pi sur 3 et montrer que ça, c'est exactement égal à f de x. Alors, bien allons-y. f de x plus pi sur 3, ça veut dire que c'est le sinus de 6 fois x plus pi sur 3, moins 3. Ce qui nous fait le sinus de, alors 6 fois x plus pi sur 3, c'est 6x. Pi sur 3 fois 6, ça fait 2pi, moins 3. Voilà. Ce qui nous fait encore le sinus de 6x moins 3 plus 2pi, en mettant le 2pi à la fin. Et on sait que la fonction sinus étant périodique de période de pi, ceci est la même chose que sinus de 6x moins 3. Ce qui fait f de x. Et donc effectivement, la fonction sinus de 6x moins 3 a une période de pi sur 3, puisque lorsqu'on ajoute cette période
à l'argument de la fonction, ça redonne la fonction. Ok? Alors, que nous veut le 2? Le 2, c'est la même chose pour tangent de 2x plus pi sur 3. Donc, voilà, tangent de 2x plus pi sur 3, et il faut montrer que la période est pi. Donc, si la période est pi, a priori, il faut démontrer que f de x plus pi est égal à f de x. Donc, on remplace. On obtient donc, c'est la tangente de 2 fois x plus pi sur 3. Ce qui nous fait la tangente de 2x plus 2pi plus pi sur 3. En réarrangeant, on obtient que c'est la tangente de 2x plus pi sur 3 plus 2pi. D'accord? Or, la tangente, on l'a vu lors de la méthode, c'est une période de pi. Donc 2pi est aussi une période. Donc ça fait la tangente de 2x plus pi sur 3, ceci. Et donc c'est bien égal à f de x. Donc effectivement, la période t est égale à pi dans ce cas-là. Voilà, voilà. Bon, écoutez, les deux autres procèdent exactement de la même façon. Je vous laisse faire. Ok? A tout de suite pour le prochain exercice. Alors, dans cet exercice 4, on veut déterminer l'expression des fonctions dérivées associées aux fonctions suivantes. Donc, tout d'abord, f de x est égal à x carré fois cosinus x. Puis g de x est égal à 3x carré moins 2 fois sinus de x au carré. Puis on a h de x est égal à 3 sur cosinus de x. Et enfin D, on a j de x est égal à cosinus x sur 3x plus sinus x. D'accord? Voilà. Donc allez-y. Papier crayon, arrêtez la vidéo. Et allez-y pour calculer les dérivées. Alors tenez bien compte du fait que vous avez là des produits ou des quotients. Il faut appliquer les règles de produit quotient. A tout de suite. Travaillez bien. Donc la première fonction à considérer, f de x est égal à x carré fois cosinus x. Et on voit que c'est effectivement une fonction produit, u fois v, d'accord, avec u qui vaut x carré et v qui vaut cosinus de x. Et la dérivée de ça, c'est u'v plus uv'. Donc si je calcule la dérivée de f de x, qui vaut f' de x, il faut que j'écrive la dérivée de u, donc la dérivée de x carré, qui vaut 2x, multiplié par v, donc multiplié par cosinus x, plus u, qui vaut x carré, multiplié par la dérivée de v. Et la dérivée d'un cosinus, on l'a vu, c'est moins le sinus. Voilà. On a donc que cette fonction dérivée vaut 2x fois cosinus x moins x carré fois sinus x. Ok? Bon, j'étais un petit peu vite dans la dérivation, mais c'est juste l'application de cette règle que vous connaissez bien. Alors, le 2. On a g de x est égal à 3x carré moins 2 fois sinus de x au carré. Donc c'est de nouveau une fonction produit, qui est donc la dérivée, c'est u'v plus uv', à savoir que dans v, il y a une puissance également. Donc il faudra faire attention à ça. C'est une fonction composée. C'est une fonction sinus qui est mise au carré. Donc la dérivée va être égale à quoi? La dérivée, ça va être la dérivée de u. Donc c'est la dérivée du premier terme. Là. U, c'est 3x carré moins 2. Donc ça va faire 6x. Fois v. Donc c'est fois le sinus de x au carré. Plus la première fonction, 3x carré moins 2, fois la dérivée de la seconde. Alors la dérivée de la seconde, attention, il y a d'abord un carré à faire, donc ça va être 2 fois le sinus de x, et puis il ne faut pas oublier de dériver le sinus de x, donc fois le cosinus de x. Voilà. Donc au total, ça nous fait quoi cette expression? Ça nous fait simplement 6x fois sinus carré de x plus 2 fois 3x carré moins 2
fois sinus x, cosinus x, que je réécris un petit peu dans un meilleur sens, et puis c'est tout. Voilà, ça termine déjà ce sous exercice 2. Ça va? C'est clair pour vous? Bon, passons au troisième alors. Alors, ce troisième, c'est h de x est égal à 3 sur 2 cosinus x. Donc, ce que nous avons là, c'est une fonction 1 sur u. D'accord? Où u vaut cosinus x. Donc, la dérivée de 1 sur u, ça va être moins 1 sur u carré fois u'. Et bien sûr, nous avons le coefficient 3 demi devant, qu'il faudra tenir compte. Donc la dérivée de la fonction h, ce sera h' qui est égal à 3 demi. Il est là, il est là. Puis j'ai la fonction 1 sur u qui est 1 sur cosinus x. Donc il faut d'abord faire moins 1 sur u carré. Ça va faire moins 1 sur cosinus carré x. Mais fois la dérivée du cosinus. Hein, fois u' ici. Donc fois la dérivée du cosinus, et la dérivée du cosinus, on sait que c'est moins le sinus. Donc fois moins le sinus x. Ce qui nous fait quoi? Ce qui nous fait 3 demi, moins fois moins, ça fait plus, donc plus sinus x sur cosinus carré x. Voilà, et ceci termine ce petit exercice. Alors c'est pas, attention, il y a une erreur dans ce que je viens d'écrire, j'espère que vous la voyez, je m'en suis rendu compte un instant, donc c'est un fois là, ici. 3 demi c'est le coefficient, donc c'est un fois, donc c'est 3 demi fois moins 1 sur cosinus carré fois moins x. Donc ce ne sera pas un plus, là, c'est un fois. Donc j'ai 3 demi fois ça. Ok? Donc attention, toujours bien mettre les termes, surtout quand ils apparaissent avec un signe négatif, toujours les mettre entre parenthèses quand on les multiplie. Sinon après on fait une petite erreur comme je viens de faire. Ok, mais voilà pour le 3. Allez, passons au 4. Alors dans ce 4, nous avons la fonction cosinus x sur 3x plus sinus x. Donc là on voit clairement une fonction quotient, u sur v, avec u égale cosinus x et v égale 3x plus sinus x. Et donc la dérivée de cette fonction, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ce qui veut dire que la fonction f' de x va être, alors la dérivée du numérateur, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, voilà, que je multiplie par v, donc le dénominateur, 3x plus sinus x, moins le numérateur cosinus x fois la dérivée du dénominateur, v'. Alors la dérivée du dénominateur, la dérivée de 3x, c'est 3. Et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Voilà. Le tout divisé par le dénominateur au carré. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'écriture telle quelle. Bon, maintenant, il faut simplifier. Donc allons-y. Allons-y pour la simplification. Alors, on a moins sinus x fois 3x, ça nous fait donc moins 3x fois sinus x. On a moins sinus x fois sinus x, ça fait moins sinus x au carré. Ok. On a moins cosinus x fois 3, ça fait moins 3 cosinus x. Et on a moins cosinus x fois cosinus x, ça fait moins cosinus x au carré. Avec au dénominateur, nous avons 3x plus sinus x au carré qui reste là. Donc là, pas de changement. Ok, je continue avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vois ici un moins sinus carré, moins cosinus carré. Je sais que si je le mets ensemble, je vais pouvoir simplifier cette formulation. Donc j'ai moins 3x sinus x, moins 3 cosinus x, moins, je mets le moins devant, la somme de sinus x au carré, que je peux encore écrire sinus carré x, plus cosinus carré x. Le tout divisé par, alors attention, j'ai oublié un petit x là, le tout divisé par 3x plus sinus x au carré. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne au final moins 3x sinus x, moins 3 fois cosinus x, moins, alors sinus x plus cosinus x,
chacun au carré, sinus carré x plus cosinus carré x, ça fait 1. D'accord? Ça, c'est une relation fondamentale de la trigonométrie. Donc ça fait 1. Et donc, je n'ai plus qu'à diviser ça par le dénominateur. Et c'est fini. Voilà, ceci termine les 4 sous-exercices de cet exercice 4. Ok, tout va bien? Allez, prenez un peu de repos si vous le souhaitez, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille. Et puis on se revoit pour le 5e tout de suite après. Alors, cet exercice 5 concerne en fait des choses comme on vient de le faire, d'accord? Des fonctions dérivées et des fonctions suivantes, et en plus quelques calculs de limites. Donc, allons-y. Déterminer l'expression des fonctions dérivées et des fonctions suivantes. On a la fonction f de x égale cosinus de x au carré. G de x est égal à sinus x plus cosinus x. H de x est égal à la tangente de x carré plus x. Et j de x est égal à cosinus x sur x. Enfin, deuxièmement, on demande de déterminer les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x carré moins 1 sur x. La limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 de ceci. La limite lorsque x tend vers 0 de tangente x carré plus x sur x. Et enfin, la limite lorsque x tend vers pi demi de cosinus x sur x moins pi demi fois sinus x. Voilà, un petit paquet d'exercices. Pas trop compliqué, vous allez le voir, hein, mais juste pour bien acquérir des routines pour calculer tout ça. Allez, au travail, papier, crayon, allez-y, foncez. Et puis on se voit juste après pour la solution. Bon, dans quelques 5-10 minutes, disons. C'est parti pour les corrections. Donc le premier exercice, f de x est égal à cosinus de x carré. Donc c'est une fonction composée qu'on pourrait écrire comme u au carré, où u vaut cosinus x. Et la dérivée de u carré, eh bien, ce n'est rien d'autre que 2u fois u'. Donc si on veut calculer la dérivée de cette fonction, on écrira 2 fois u, donc 2 fois cosinus x, fois la dérivée de u, où u vaut cosinus x, donc c'est moins sinus x. Voilà, donc la fonction dérivée s'écrira comme 2 fois moins 1, ça fait moins 2, sinus x, cosinus x. Alors, pour la deuxième sous-question, on a simplement sinus x plus cosinus x. Donc, c'est la dérivée d'une somme, et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais d'abord avoir la dérivée du sinus x qui est égale à cosinus x, et puis la dérivée du cosinus x qui est égale à moins le sinus x. Donc, ça fait cosinus x moins sinus x, tout simplement. Dans ce troisième exercice, h de x est égal à tangente de x carré plus x. Donc c'est une tangente d'une fonction u, où u est égal à x carré plus x. Et on a vu dans la méthode, dans le premier exercice de méthode, que la dérivée d'une tangente, c'est 1 sur le cosinus carré. 1 sur cosinus carré u, mais u étant une fonction, il faut multiplier par u'. Voilà. Donc la dérivée de cette fonction, ce sera 1 sur le cosinus carré, puisque c'est de la fonction tangente, 1 sur le cosinus carré de x carré plus x. D'accord? Ça fait 1 sur le cosinus carré de u, où u vaut x carré plus x, fois la dérivée de u, donc fois la dérivée de x carré plus x, qui vaut 2x plus 1. Donc on aura 2x plus 1 divisé par cosinus carré de x carré plus x. Voilà. Facile, non? Alors, la quatrième fonction, j de x égale cosinus x sur sinus x, c'est clairement un quotient, u sur v, dont la dérivée vaut u'v moins uv' sur v carré. U c'est cosinus x, v c'est sinus x, et il suffit d'appliquer la règle. Donc j' de x va être égal à la dérivée du cosinus, qui est moins le sinus, fois le sinus, moins le numérateur u, qui est cosinus x, fois la dérivée de v, donc la dérivée du sinus, qui est le cosinus, le tout divisé par v carré, c'est-à-dire le dénominateur au carré, donc sinus x au carré. Et donc on a en faisant ça,
moins sinus de x au carré, moins cosinus de x au carré, le tout défini divisé par sinus de x carré. Ok. Alors, si je mets le moins en évidence, au numérateur, ça va faire moins, entre parenthèses, sinus carré x plus cosinus carré x, donc ça fait moins 1. Et au dénominateur, il nous reste sinus de x carré, ou sinus carré x. Voilà. Et bien ceci, d'accord, cette fonction j de x, c'est ce qu'on appelle la cotangente. C'est la cotangente de x. Rappelez-vous la tangente. La tangente de x à dériver, c'était 1 sur cosinus carré x. Ici, on a ce qu'on appelle la cotangente de x, dont la dérivée vaut moins 1 sur sinus carré x. C'est une autre formule que vous pouvez retenir. Vous ne l'utiliserez pas énormément cette année, mais dans le supérieur, elle est utilisée, elle est censée être connue. Voilà. Bon, alors, la deuxième partie de cet exercice, ça concerne des limites. On y va. Alors, le premier calcul de limite qu'on a, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x au carré moins 1 sur x. Alors, si on remplace x par 0, on voit que le cosinus de 0, ça fait 1. 1 au carré, ça fera 1. Moins 1, ça fait 0. Divisé par 0. Donc, c'est en fait un cas d'indétermination 0 sur 0. Ok? Donc là, on ne sait pas qui gagne. 0 divisé par n'importe quoi, c'est normalement 0, mais n'importe quoi divisé par 0, c'est l'infini. Donc ici, qu'est-ce que c'est 0 ou l'infini? C'est pas facile à dire. Donc il faut trouver, si vous voulez, une façon de s'en sortir. La façon de s'en sortir, c'est de regarder ceci. Et on peut remarquer que ça, on peut le réécrire de façon très simple, comme étant le cosinus de x. On va le faire ainsi. Cosinus de x au carré. Moins, alors 1 en fait, c'est le cosinus de 0. Cosinus de 0 vaut 1. Et si je le mets au carré, ça reste 1. D'accord? Donc cosinus de x au carré moins cosinus de 0 au carré, c'est bien le numérateur, divisé par x. Et x, je peux le réécrire donc comme x moins 0. Ça ne change rien non plus. D'accord? Donc vous pouvez vérifier avec moi que cette expression, c'est la même chose que celle qui était au-dessus. Un cosinus de x carré, moins 1 au carré, ça fait moins 1, divisé par x moins 0, ça fait divisé par x. C'est la même chose. Et je regarde ça lorsque la limite tend vers 0. Voilà. Eh bien, l'intérêt de l'avoir écrit sous cette forme-là, maintenant, c'est que cette limite, vous pouvez la reconnaître, ce n'est rien d'autre que la définition d'une dérivée. D'accord? C'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers 0 d'une certaine fonction f de x moins la fonction f de 0 sur x moins 0, d'accord? Lorsque f de x, je la définis comme étant cosinus de x au carré. Eh bien, cette limite-là, c'est la dérivée de la fonction f en 0. Ok? Et donc, on va avoir ici que la dérivée de la fonction f en 0, c'est la dérivée de la fonction cosinus de x au carré en 0. Donc, c'est la cosinus de x, c'est la fonction cosinus de x au carré que l'on va dériver, d'accord? Et évaluer en 0. Eh bien, si on dérive la fonction cosinus de x au carré, on va avoir la dérivée d'un u carré, d'accord? La dérivée d'un u carré, c'est 2u fois u'. Je vais avoir 2 fois cosinus x fois la dérivée de cosinus x qui est égale à moins sinus x. Ça, c'est la dérivée de la fonction cosinus carré x, évaluée en 0. D'accord? Donc ça va faire moins 2 sinus x, cosinus x, à évaluer en 0. Et ça fait combien ça? Alors, ça fait moins 2 fois le sinus de 0, fois le cosinus de 0. Le sinus de 0 étant nul, le cosinus de 0 valant 1, j'ai moins 2 fois 0 fois 1, ça fait 0. Et donc la limite cherchée, la limite de cosinus de x au carré moins 1 divisé par x, c'est en finale, c'est 0.
Voilà. Et ça termine cette première partie des calculs de limite. Alors vous remarquerez que la dérivée qu'on a eu à calculer ici, cosinus de x au carré, c'est ce qu'on avait dû calculer comme dérivée là. D'accord? Donc on pouvait passer directement de la réponse qu'on avait obtenue dans la partie 1 pour évaluer la partie 2. Okay, vous voyez là, il y a un cosinus de x au carré. Et pour les autres exercices, c'est pareil. Vous voyez apparaître les fonctions qu'on a dérivées dans la première partie. Là, il y a un sinus x plus cosinus x qui est là. Là, il y a un tangente x carré plus x qui est là. Et là, il y a un cosinus x sur sinus x qui est là. D'accord? Donc à chaque fois, on va pouvoir se servir des résultats obtenus en 1. De dire ça, ça doit vous aider. Ok? Allez, passons alors au petit b. Donc on a ici la limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 de sinus x plus cosinus x sur x plus pi sur 4. Donc, en moins pi sur 4, le sinus de x vaut moins racine de 2 sur 2. Il faut bien connaître vos valeurs particulières. Le cosinus de x, c'est plus racine de 2 sur 2. Et en bas, on a donc moins pi sur 4 plus pi sur 4. Et donc, j'obtiens moins racine de 2 plus racine de 2 sur 2, ça fait 0. Au dénominateur, 0. J'ai de nouveau un cas d'indétermination. 0 sur 0. D'accord? Mais ce qu'on reconnaît, c'est que le numérateur, ce n'est rien d'autre que la fonction g de x. G de x était défini comme sinus x plus cosinus x. Et on vient d'établir que g de moins pi sur 4, c'est 0. Donc en fait, cette expression peut se réécrire comme étant la limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 de g de x, il faut bien sinus x plus cosinus x, moins g de moins pi sur 4, qui valant 0 ne change pas le numérateur. Le tout divisé par, alors x plus pi sur 4, c'est x moins pi sur 4. Et vous retrouvez ici de nouveau la définition d'une dérivée, qui est la définition de la dérivée de g de x, d'accord, en moins pi sur 4. Donc ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée de g de x évaluée en moins pi sur 4. Alors comme on avait évalué la fonction dérivée, on sait que c'est moins sinus x plus cosinus x, eh bien il suffit d'écrire moins sinus x plus cosinus x évalué en moins pi sur 4. Ce qui fait moins sinus de moins pi sur 4 plus cosinus de moins pi sur 4. Alors, sinus de moins pi sur 4, comme on l'a dit, c'était moins racine de 2 sur 2. Avec le moins devant, ça devient plus. Et le cosinus de moins pi sur 4 est positif aux racines de 2 sur 2. Donc, la réponse, c'est racine carrée de 2. Et voilà. On a évalué la limite en B. Ok? Vous voyez comment on a utilisé de façon intelligente la fonction g de x, là, et sa dérivée telle qu'elle avait été déterminée au point 1. Eh bien, il s'agit maintenant de faire pareil pour les exercices qui suivent. Cette fonction, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x carré plus x sur x. C'est égal à quoi? Alors, c'est égal à la tangente de 0 au carré plus 0, ce qui fait 0. Donc, c'est la tangente de 0 sur 0. Voilà. Mais la tangente de 0, elle vaut 0. On l'a vu dans les méthodes, dans le premier exercice de méthode, donc ça fait 0 sur 0. Et c'est encore un cas d'indétermination. Ok. Mais on sait que cette tangente de x carré plus x, c'était la fonction h de x qu'on a déterminée tout à l'heure. Donc h de x est égal à tangente de x carré plus x. Et on vient de montrer qu'en 0, c'était égal à 0. Donc de nouveau ici, la limite qu'on veut prendre, c'est égal en fait à la limite lorsque x tend vers 0 de h de x, moins h de 0. Le tout divisé par x moins 0. Parce que tirer 0 à x ne change jamais rien. Et ça, de nouveau, c'est la définition de la dérivée de h de x, d'accord, en 0. Donc ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction tangente de x carré plus x en 0. Et on a évalué tout à l'heure la fonction tangente de x carré plus x, quelle était sa dérivée? C'était 2x plus 1 sur, divisé donc par le cosinus de
x carré plus x, le tout devant être évalué en 0, ce qui nous fait 2 fois 0 plus 1, ce qui fait 1, divisé par cosinus de 0 au carré plus 0, ça fait cosinus de 0, donc 1 sur cosinus de 0, ce qui fait 1 sur 1, ce qui fait 1. Voilà. Et donc la limite de cet exercice C est aussi faite. Donc vous voyez, la procédure est exactement la même pour ces trois premiers, et en fait elle est exactement la même pour le quatrième. Alors pour ce quatrième, je vais juste vous indiquer la réponse. Vous allez essayer enfin vous l'avez peut-être déjà fait, et si pas, vous allez essayer de le faire par vous-même de la façon qui a été faite jusqu'ici, pour trouver la réponse qui sera indiquée. Voilà, donc il s'agit ici d'évaluer la limite lorsque x tend vers pi demi de cosinus x sur x moins pi demi fois sinus x. Alors vous allez voir qu'en remplaçant ici x par i demi, vous allez de nouveau trouver un cas 0 sur 0, un cas d'indétermination. Mais vous allez aussi reconnaître que la fonction cosinus x sur sinus x, c'est la fonction j de x qui avait été déterminée ici plus haut. Et donc vous allez pouvoir réécrire ça d'une façon différente, comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous allez pouvoir réécrire cette limite, la calculer, et trouver que la limite considérée, c'est égal à moins 1. Voilà, je vous laisse faire. Courage, courage, rien d'impossible. À qui est tenace? Allez, à bientôt, on va passer à l'exercice numéro 6. Parti maintenant pour l'exercice 6. Donc il faut préciser si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Donc l'affirmation, la voici. L'équation x moins cosinus x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 pi demi. Bon, cette formulation, elle doit vous paraître évidente. On attend ici un théorème bien particulier. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est ce que vous allez devoir faire. Ok? Pensez à un théorème qui a été vu au début d'année. Allez, à vos places, prêts? Partez, c'est à vous de jouer. Alors, la solution de cet exercice est la suivante. Donc, considérons la fonction f, qui est définie sur l'ensemble des réels, telle que f de x est égal à x moins cosinus x. D'accord? La dérivée de cette fonction, elle est égale à, alors la dérivée de x c'est 1, la dérivée du cosinus x c'est moins le sinus x. Donc on va avoir 1 moins le sinus x, ce qui va faire 1 plus sinus x. Voilà. Donc, sur l'intervalle 0 pi demi, la fonction sinus admet l'encadrement suivant. On sait que sinus x va être compris dans l'intervalle qui va de 0 à pi demi. Le sinus va être compris entre 0 et 1. Donc, 1 plus le sinus x, lui, va être compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que la fonction dérivée elle-même, f' de x, est comprise entre 1 et 2. Ainsi, la fonction f' de x est strictement positive sur l'intervalle 0 pi demi. Ok? Donc, si cette fonction est strictement positive sur l'intervalle 0 pi demi, c'est qu'elle est croissante. Donc, f de x est croissante sur cet intervalle. Voilà. De plus, on sait que f de 0, ça va être 0 moins cosinus de 0, ce qui fait 0 moins 1, ce qui fait moins 1. De plus, à l'autre borne de l'intervalle, donc ici on a regardé en 0, à l'autre borne de l'intervalle en pi demi, on a que f de pi demi sera égal à pi demi moins cosinus de pi demi. Alors le cosinus de pi demi c'est 0, donc ça nous fait pi demi. Ce qu'on a donc, c'est que trois choses très importantes. La fonction f, elle est donc telle qu'elle est
continue, d'accord? Puisque c'est une combinaison d'une fonction x et d'une fonction cosinus qui toutes les deux sont continues, et la somme de deux fonctions continues est continue. Donc la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0 pi demi. Elle est telle qu'elle est strictement croissante sur cet intervalle, d'accord? Et en plus, cette fonction change de signe. Donc continue, croissante et change de signe sur l'intervalle, eh bien d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ok, il doit exister un nombre alpha réel unique tel que il existe donc un alpha appartenant à R tel que f de alpha doit être nul. C'est-à-dire tel que alpha moins cosinus de alpha est égal à 0. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi le théorème de la bijection, eh bien vous devez avoir ceci. Vous devez avoir effectivement un nombre réel alpha qui est tel que alpha moins cosinus alpha est nul, étant donné les propriétés de la fonction. D'accord? Voilà, donc ce qu'il fallait penser pour démontrer ça, c'était bien évidemment ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui demande trois choses. Qui demande que la fonction soit continue sur un intervalle, qu'elle soit monotone sur cet intervalle, donc strictement croissante ou strictement décroissante, et qu'elle change de signe. Et donc si elle change de signe, elle passe forcément par 0, puisqu'elle est continue et qu'elle est croissante. D'accord? Elle passe forcément par 0 en changeant de signe. Voilà, voilà. Ça en est fait de l'exercice 6. J'espère que tout ça est bien clair pour vous. Et on s'en va allègrement vers le 7. Alors, dans cet exercice, on considère les deux suites de nombres réels, un, n appartient à l'ensemble des naturels positifs, non nuls, et Vn également, défini par un est égal à sinus de 1 sur n carré, plus sinus de 2 sur n carré, plus plus sinus de n sur n carré. Quant à Vn, c'est égal à 1 sur n carré, plus 2 sur n carré, plus plus n sur n carré. Question 1, on veut démontrer que la suite V, celle-ci, converge vers un demi. 2, on veut démontrer que chacune des trois fonctions numériques de la variable réelle x, donc la première c'est x envoyé sur x moins sinus x envoyé sur moins 1 plus x carré sur 2 plus cosinus x, et x envoyé sur moins x plus x cube sur 6 plus sinus x, ne prend que des valeurs positives ou nulles sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour démontrer ça, on pourra utiliser les variations de chacune de ces trois fonctions. Enfin, petit b, on veut justifier que pour tout n plus grand ou égal à 1 au cube plus 2 au cube plus blablabla plus n au cube est plus petit que n exposant 4. Et déduire de ce paragraphe 4, de la question A, que l'inégalité suivante est vérifiée pour tout n appartenant à l'ensemble des naturels. Enfin C, démontrer que la suite U est convergente. Quelle est sa limite? Voilà, donc ça c'est un exercice de type bac, vous vous en doutez, il est assez complet. Il fait intervenir les suites avec les fonctions circulaires. Bon, ben ça arrive, les fonctions circulaires peuvent intervenir là. Et donc c'est à vous de jouer. Allez, papier, crayon et allez-y. Mettez-y toute votre puissance. À bientôt. Alors, allons-y pour la résolution. Donc en 1, on veut démontrer que la suite converge vers 1 demi. Donc, allons-y. Pour tout entier naturel n, on n'a que Vn, c'est 1 sur n carré, plus 2 sur n carré, plus toutes les autres valeurs, plus n sur n carré. Ce qui veut donc dire qu'en mettant n carré en évidence, 1 sur n carré en évidence, on a 1 plus 2 plus plus n. Mais ça, ce n'est rien d'autre que 1 sur n carré. Et si on fait ici 1 plus 2 plus plus n, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. D'accord? De raison 1. Et la suite des termes d'une arithmétique, comme celle-là, c'est le nombre de termes, n, fois la moyenne du premier et du dernier, donc 1 plus n sur 2, comme résultat.
Et donc, si je fais ça ici, ben, ça nous fait donc n fois n plus 1 sur 2 divisé par n carré. Donc ça fait n carré plus n sur 2n carré. Ce qui fait encore, en séparant chacun des deux termes, 1 demi plus 1 sur 2n. D'accord? Et donc à la limite, lorsque je prends la limite lorsque n tend vers l'infini de Vn, eh bien ça reviendra finalement à prendre la limite ici, lorsque n tend vers l'infini, de 1 demi plus 1 sur 2n. Alors pour le premier, ça fait simplement 1 demi, et pour le deuxième, ça fait 0. Donc j'aurai 1 demi plus 0, ce qui fait 1 demi. Et on a montré qu'effectivement, la limite valait 1 demi. Voilà pour la première partie. Alors pour la deuxième partie, il faut montrer que chacune des trois fonctions qui est là ne prend que des valeurs positives sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors allons-y, commençons avec la première. Donc x envoyé sur x moins sinus x. Ok, donc cette fonction on va l'appeler, donc appelons-la phi. Appelons phi de x est égal à x moins sinus x. On sait que la dérivée de cette fonction, on peut la calculer, phi prime de x, c'est la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée d'un sinus, c'est un cosinus, ça fait moins cosinus x. D'accord? Et il nous faut regarder si cette fonction est bien positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va regarder ce qui se passe pour x qui va entre 0 et l'infini. Alors l'encadrement de la fonction cosinus x, on le sait, on l'a vu, pour toutes les valeurs de x, la fonction cosinus, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc si à cette fonction cosinus, maintenant, je prends son opposé, l'opposé de la fonction cosinus, ça fait multiplier par moins 1, d'accord? En multipliant par moins 1, je vais multiplier les bornes par moins 1 et changer le sens des inégalités, ce qui me laisse finalement que cosinus moins cosinus x est compris entre moins 1 et 1 aussi. Si donc à ce résultat je rajoute 1, j'aurai que 1 moins cosinus x sera compris alors entre 0 et 2. Voilà, et donc pour toute valeur de x comprise entre 0 et l'infini, je vois que la dérivée phi prime de x, d'accord, est comprise entre 0 et 2, c'est-à-dire qu'elle est positive. Voilà. Ainsi, la dérivée de phi est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on en déduit que la fonction phi est croissante. D'accord? Donc, phi prime de x est positive sur 0 plus l'infini. Et donc, sur ce même intervalle, la fonction phi est croissante. Ok. Alors, on sait de plus que en 0, phi de 0, c'est égal à 0 moins le sinus de 0, ce qui fait 0. Ok? Et donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on aura que x plus grand ou égal à 0 implique que phi de x est plus grand que 0, puisque la fonction est croissante, et donc phi est positive. Phi est bien une fonction positive sur l'intervalle considéré, donc sur 0 plus l'infini. Voilà, et donc ceci montre la relation qu'on voulait, d'accord, pour la première fonction. Donc cette première fonction est bien positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Considérons alors la seconde. Donc notons psi, la fonction définie par psi de x, est égale à moins 1 plus x carré sur 2 plus cosinus x. De nouveau, si j'évalue la dérivée de cette fonction psi prime de x, ça fera la dérivée de moins 1, c'est 0.
La dérivée de x carré sur 2, eh bien ce sera 2x sur 2, ce qui fait x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc j'aurai x moins sinus x. Or, l'étude faite juste avant sur la fonction phi nous permet d'affirmer que la fonction psi' est positive. D'accord? Psi' de x est positive. Puisque ça, ce n'est rien d'autre que la fonction phi. Ce n'est rien d'autre que la fonction phi qu'on a étudiée juste avant. Donc, psi' de x qui est égal à phi de x est positive, comme l'était phi de x, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que la fonction psi de x est croissante. Elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, de nouveau, si maintenant on évalue ce que ça vaut en 0, que vaut psi de 0, eh bien, psi de 0, ça nous fait moins 1 plus 0 carré sur 2 plus cosinus de 0. Ça va nous faire 0. Et donc, quel que soit x appartenant de nouveau à l'intervalle qu'on considère 0 plus l'infini, on aura que si x est supérieur à 0, ça implique que psi de x est supérieur à psi de 0, c'est-à-dire que psi de x est plus grand ou égal à 0, et donc la fonction psi de x est positive. Également sur cet intervalle 0 plus l'infini. Ok? Vous voyez l'enchaînement là? Donc on a utilisé le fait qu'on avait déjà étudié la fonction phi de x avant, et qu'on avait dit qu'elle était positive, pour déterminer que la dérivée ici de la fonction psi est positive également. Comme elle est croissante, eh bien on a cette relation-ci, et donc psi de x est positive partout également. Voilà, il ne reste plus que la troisième fonction à faire, c'est celle-ci maintenant. Donc cette fonction grand phi de x cette fois-ci, donc on change un petit peu de notation à chaque fois bien sûr, donc grand phi de x on va l'appeler moins x plus x cube sur 6 plus sinus x. Si je calcule sa dérivée comme les deux autres, j'obtiens dérivée de moins x c'est moins 1, dérivée de x cube c'est 3x carré, 3x carré divisé par 6 ça nous fait x carré sur 2. Et la dérivée de sinus x, c'est plus cosinus x. Ok? Or, cette fonction-ci, de nouveau, si vous regardez bien, c'est juste la fonction que je viens d'étudier. Cette fonction, c'est psi de x. On vient de montrer que psi de x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, phi' de x est positive aussi sur cet intervalle. Donc, positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. On continue, c'est la même chose. Si elle est positive, ça veut dire que la fonction grand phi de x, elle est croissante. Elle est croissante sur ce même intervalle, d'accord? Et donc, ce qu'il me reste à faire, c'est d'évaluer ce que ça vaut en 0. Donc, en 0, phi de 0, c'est égal à moins 0 plus 0 cube sur 6 plus sinus de 0. Ça vaut 0. Ok? Et donc, quel que soit maintenant x appartenant à 0 plus l'infini, j'évalue de nouveau ce qui se passe. Eh bien, on aura que si x est positif, puisque la fonction phi de x est croissante, on aura que phi de x est plus grand ou égal à phi de 0, ça c'est la définition de la croissance. Mais comme phi de 0 c'est 0, on aura donc que phi de x est plus grand ou égal à 0. Et donc de nouveau, on montre ainsi que la fonction phi de x est donc positive sur ce même intervalle 0 plus l'infini. Et là, on a fini avec cette sous-partie. D'accord? On a montré que les trois fonctions étaient effectivement positives sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a montré que cette fonction-là, cette fonction-là et cette fonction-là ne prennent que des valeurs positives ou nulles sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon. Tout est fait. Donc il nous reste la partie B et C. Alors pour la partie B, il faut justifier ceci. Allons-y. Donc pour justifier cette relation,
Eh bien, si vous regardez bien, ça ressemble à une démonstration par récurrence. Donc on va appeler ceci la propriété Pn, définie pour tout entier naturel n, qui est donc plus grand ou égal à 1. Ok? Et donc on veut montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que cette propriété Pn, est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Alors, qui dit démonstration par récurrence dit 3 étapes: initialisation, hérédité, conclusion. Donc commençons avec l'initialisation, que je vais noter ici i. Donc il faut montrer que la propriété est vraie pour n est égal à 1. Donc, pour n est égal à 1, ce que nous avons, c'est 1 au cube, pour le membre de gauche, plus petit ou égal à 1 exposant 4 pour le membre de droite. Bien évidemment, 1 au cube, c'est 1, 1 exposant 4, c'est 1, donc 1 est égal à 1, et on a bien l'exactitude de l'affirmation pour le signe égal. Ok? Donc cette propriété est initialisée. Alors regardons maintenant l'hérédité. L'hérédité, elle suppose que la propriété est vraie pour n, et elle consiste à démontrer que, étant vraie pour n, elle doit être vraie pour n plus 1. Donc elle dit Pn vrai implique que Pn plus 1 est vrai. Donc si la propriété est vérifiée pour un entier naturel n, supérieur ou égal à 1, alors elle est vraie pour n plus 1. Ok? Voilà. Donc, démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1, ça consiste en fait à démontrer que pour n plus 1, il faut démontrer que 1 au cube plus 2 au cube plus blablabla plus n au cube plus n plus 1 au cube doit être plus petit ou égal à n plus 1 exposant 4. C'est ceci qu'il faut démontrer. Et pour démontrer ça, on sait une chose, on sait que la propriété elle est déjà vraie pour n. Alors écrivons cette relation qu'il faut démontrer sous une forme légèrement différente. Faisons tout passer à gauche. On aura alors qu'il faut démontrer en fait que 1 au cube plus 2 au cube plus plus n cube plus n plus 1 au cube moins n plus 1 exposant 4 est plus petit ou égal à 0. Voilà ce qu'il faut aussi démontrer. Or, on sait déjà que, par le fait que Pn est vrai, on sait déjà que 1 au cube plus 2 au cube plus plus n au cube, ça c'est plus petit ou égal à n4, n exposant 4. Ça veut donc dire que, pour sûr, n exposant 4 plus n plus 1 au cube moins n plus 1 exposant 4 est plus petit ou égal à 0. Alors, que peut-on encore faire avec ça? Eh bien, on peut faire des distributions et simplifier. D'accord? Alors, que peut-on simplifier ici? On peut se dire, tiens, laissons le n4 là. Pour les deux termes suivants, je peux mettre n plus 1 au carré en évidence, que multiplie n plus 1 moins n plus 1 au carré. Voilà. Et je dois vérifier que ça, c'est bien plus petit ou égal à 0. Alors, n exposant 4 reste toujours lui-même. N plus 1 au carré pour le moment aussi. Et il nous reste à l'intérieur de la parenthèse n plus 1 moins, alors, n plus 1 au carré, ça fait n carré plus 2n plus 1. Et je dois montrer si ça plus petit ou égal à 0. Donc je continue, n exposant 4, plus n plus 1 au carré. Et ici, je vais avoir, donc, en allant du plus grand degré vers le plus petit degré, j'ai un moins n carré. J'ai un n moins 2n qui va faire moins n. Et j'ai un 1 moins 1 qui va s'annuler. Donc voici ce qui me reste. Et il faut montrer si ceci est bien plus petit ou égal à 0. D'accord? Alors, j'ai donc ici n exposant 4 plus,
Alors, on va tout remultiplier ici aussi. N plus 1 au carré, ça fait n carré plus 2n plus 1. Que multiplie moins n carré moins n. Est-ce que c'est bien plus petit ou égal à 0? On continue. Ça fait n4. Et je vais avoir ici, allons-y, si je fais maintenant la grande parenthèse, n carré fois moins n carré, ça fait moins 4. N carré fois moins n, ça fait moins n cube. 2n fois moins n carré, ça fait moins 2n cube. 2n fois moins n, ça fait moins 2n carré. 1 fois moins n carré, ça fait moins n carré. Et 1 fois moins n, ça fait moins n. Voilà ce que j'ai, qu'il me faut encore simplifier. Alors, j'ai n4 moins n4 qui fait 0. J'ai moins n cube moins 2n cube, ça fait moins 3n cube. J'ai moins n carré moins 2n carré, ça me fait moins 3n carré. Et encore moins n. Et donc, lorsque je regarde ce qui reste, effectivement, tout est négatif. D'accord? Avec un n qui, lui, est supérieur ou égal à 1. Ok? Donc, évidemment, ce nombre va être plus petit ou égal à 0. Et donc, j'ai démontré ainsi que, effectivement, 1 au cube plus 2 au cube plus tadadadam plus n au cube plus n plus 1 au cube était plus petit ou égal à n plus 1 exposant 4, puisque le résultat, quand j'avais fait passer ceci dans le membre de gauche, était inférieur ou égal à 0. Et donc, on a effectivement que Pn plus 1 est vrai. En conclusion, puisqu'on a démontré que la propriété était initialisée au rang 1 et qu'elle vérifie la propriété d'hérédité, eh bien, à l'aide d'un raisonnement par concurrence, on vient de montrer que la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Ok? Donc en conclusion, puisqu'on a initialisé, d'accord, P1 est vrai, et on a montré l'hérédité, donc ici c'est l'initialisation, là c'est l'hérédité, donc on a montré que si P1 est vrai, alors P2 est vrai, alors tous les autres sont vrais, d'accord? Et donc la propriété est vraie pour tous les n appartenant à n. Et donc on a démontré ceci. Alors, en petit b, maintenant, enfin en point supplémentaire, on veut déduire de ce qu'on a montré là l'inégalité que un est compris entre Vn moins 1 sixième fois 1 sur n carré et Vn, quel que soit n appartenant à l'ensemble des naturels. Donc c'est l'étape d'après. Et a priori, ce qu'on vient d'obtenir là doit nous aider. Allons-y, qu'est-ce que ça fait? Alors, de la question 1, on a montré que x moins sinus x était positive. Ce qui veut aussi dire que sinus x est plus petit ou égal à x. Pour l'autre fonction, on a montré que moins x plus x cube sur 6 moins sinus x était positive également. Ce qui veut dire, cette fois-ci, que x moins x cube sur 6 est plus petit ou égal à sinus x. Autrement dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, l'encadrement suivant est vérifié. On a que sinus x va être compris d'une part entre x et d'autre part entre x moins x cube sur 6. Voilà ce qu'on a. Ok? Donc, grâce à cet encadrement qu'on vient de réaliser, on peut aussi dire que pour chacune des fonctions qui vont maintenant apparaître ici dans la fonction un, on va pouvoir les relier avec celles qui apparaissent dans la fonction Vn. En effet, dans la fonction un apparaissent tous les sinus de 1 sur quelque chose ou 2 sur le n au carré, tandis que là interviennent les termes sans le sinus. Donc, on va avoir que grâce à cet encadrement, on a que le sinus
de 1 sur n carré va être plus petit ou égal à 1 sur n carré, mais plus grand ou égal par l'autre côté de l'encadrement à 1 sur n carré moins 1 sur 6 n exposant 6. Voilà. Et on a ça pour tous. Donc si je continue avec le sinus de 2 sur n carré, ça va être plus petit ou égal à 2 sur n carré. De l'autre côté, ça va être plus grand ou égal à... Alors, ça va être quoi de l'autre côté? Ça va être égal à 2 sur n carré moins 2 au cube sur 6 n6, et ainsi de suite, jusqu'au sinus de n sur n carré, qui va être compris entre n sur n carré et n sur n carré moins, alors, puisque x vaut n sur n carré, ça va faire, cette fois-ci, n cube sur 6n exposant 6. Voilà. Donc tout ça résulte de l'encadrement qui était ici. Alors, en additionnant maintenant membre à membre les égalités ci-dessus, eh bien on va obtenir les choses suivantes. Donc si je somme tout ça, que vais-je avoir? Eh bien, je vais avoir ce qui est là. Je vais avoir les UN, je vais avoir les VN, et je vais avoir ici la soustraction. Hein. Alors, ça veut donc dire la somme de sinus 1 sur n carré, plus sinus 2 sur n carré, plus sinus n sur n carré, donc cette colonne-là, la somme de tout ça, ça va me donner les UN. La somme de tous les membres ici, tous les termes de droite là, 1 sur n carré plus 2 sur n carré, ça fait les Vn. Et donc on voit que les Un sont plus petits que les Vn. Et tout ça est plus grand que quoi? Alors j'ai la somme ici des termes de gauche, donc 1 sur n carré plus 2 sur n carré plus n sur n carré qui est de nouveau Un. Et puis là, j'ai en fait un moins 1 sur 6 n exposant 6 que je peux mettre en évidence, fois 1 au cube, plus 2 au cube, plus tatata, plus n au cube. Ok? Et donc j'aurai que Un est bien compris entre Vn et de l'autre côté, Un moins 1 sur 6 n exposant 6. Alors 1 au cube plus 2 au cube plus tatata plus n au cube. Si vous regardez bien, de nouveau, c'était la relation qui était là, qui est plus petit ou égal à n sur 4. Donc ceci est plus petit ou égal à n sur 4. Voilà. Qui sera donc plus petit ou égal à Un et Vn. Et donc on obtient ici, en finale, que Un est bien compris entre Un moins, alors n4 sur 6n6, ça fait finalement Un moins 1 sur 6n carré, et Vn de l'autre côté. Ok? Ce qui est ce que je voulais ici. Donc on vient de démontrer ça, pour tout n naturel. Ok? Il nous reste donc à démontrer maintenant que la suite U est convergente, et de trouver sa limite, a priori en utilisant le résultat qu'on vient d'obtenir. Voilà, donc attention, de nouveau, j'ai fait une petite erreur de notation. Ce n'est pas UN mais Vn là. D'accord? Puisque lorsque je somme là, ici les termes de gauche, 1 sur n carré plus 2 sur n carré plus n sur n carré, c'est la même chose que ce que j'avais là-bas à droite. Donc c'est des Vn comme là. Un Vn moins 1 sur 6 exposant n carré. Et donc si maintenant je considère la limite lorsque n tend vers l'infini, eh bien je dois regarder ce qui se passe ici. Et je sais que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, c'est 1,5. Je l'ai déterminé plus haut. La limite, par ailleurs, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 6n carré, c'est 0. Ok? Donc je vais avoir que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Un, va être compris entre 1,5,
qui ici est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, et de l'autre côté, 1 demi moins 0. Donc j'ai bien que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est compris entre 1 demi et 1 demi. Donc théorème des gendarmes, ça veut dire qu'en fin de compte, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est 1 demi. D'accord? Voilà. En fin de compte, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, eh bien ce sera 1 demi également, par théorème des gendarmes. Voilà, voilà, c'est fait. Ok? On a résolu tout cet exercice qui était un peu plus complexe que les précédents. Faire intervenir les suites, les convergences, toutes sortes de calculs qui n'étaient pas tout à fait triviales, mais bon, voilà, c'est des mathématiques. Il faut pas oublier les morceaux précédents pour continuer. Voilà, et bien ceci termine l'ensemble des exercices de ce module. J'espère que cela vous a plu, que vous avez appris des choses. Et pour en apprendre plus, bien entendu, je vous attends dans le prochain module que je serai tout aussi ravi de vous présenter. À très bientôt. Au revoir.